Et si je vous disais que plus de 4 millions de personnes en France sont mal logées aujourd'hui? Pire encore, près d'1 million de logements manquent cruellement sur le territoire. Comment est-ce possible dans un pays aussi développé? Des familles vivent dans leur voiture, des étudiants dorment dans des halls d'immeubles, et même ceux qui travaillent à temps plein n'arrivent plus à se loger dignement. C'est une bombe sociale à retardement, mais personne n'ose vraiment en parler. Pourquoi cette crise s'aggrave chaque année? Et surtout, qui en profite vraiment? Restez bien jusqu'à la fin. Vous allez comprendre. Numéro 1. Le chiffre choc. 900 000 logements manquants en France. 900 000. C'est le nombre de logements qui manquent aujourd'hui en France, selon un rapport récent de la Fondation Abbé Pierre. Ce chiffre, c'est bien plus qu'une statistique. C'est un symptôme profond d'un système qui ne suit plus le rythme des besoins réels. Derrière ce manque, il y a des files d'attente interminables pour un logement social, des jeunes adultes qui repoussent leur départ du foyer parental, des couples qui vivent séparés faute d'un logement commun, et des milliers de personnes à la rue. Cette pénurie n'est pas uniforme. Elle touche particulièrement les zones tendues, comme l'Île-de-France, la région PACA ou encore les métropoles comme Lyon, Toulouse, Nantes. Dans ces villes, le marché immobilier est saturé, les loyers explosent et les délais pour trouver un logement deviennent absurdes. Même en province, la situation s'aggrave, avec de plus en plus de communes où l'offre de logement est insuffisante. Et ce n'est pas seulement une question de volume. Ce sont souvent des logements inadaptés, mal isolés, insalubres ou simplement trop chers. Les ménages modestes y consacrent parfois plus de 40% de leurs revenus, ce qui fragilise leur équilibre économique. Le plus troublant, ce déficit s'est creusé progressivement, année après année. Entre les coupes budgétaires, les freins administratifs, les blocages politiques locaux et le désengagement de certains investisseurs, la construction ne suit plus. Ce chiffre de 900 000 logements manquants ne fait pas que révéler un malaise. Il incarne l'urgence sociale d'un pays qui, peu à peu, n'arrive plus à loger sa population. Numéro 2, un problème qui touche tout le monde, pas seulement les grandes villes. Quand on parle de crise du logement, on pense souvent à Paris, à Marseille ou à Lyon. Pourtant, c'est une erreur de croire que seules les grandes villes sont concernées. Aujourd'hui, même les petites et moyennes communes sont en difficulté. Dans certaines zones rurales, il est devenu presque impossible de se loger près de son lieu de travail. Les maisons se font rares, les loyers montent, et les biens disponibles sont souvent vétustes ou mal entretenus. Pourquoi? Parce que la crise s'est étendue silencieusement, portée par l'augmentation des prix de l'immobilier, le recul des constructions neuves et le rachat massif de logements par des investisseurs ou des plateformes de location touristique. Dans certaines villes moyennes comme Bayonne, Angers ou Annecy, les habitants voient les logements disparaître au profit des locations saisonnières type Airbnb. Résultat, les locaux ne trouvent plus à se loger à l'année. Cette situation touche toutes les générations. Des étudiants qui n'ont plus de place en résidence universitaire, aux retraités qui doivent quitter leur ville faute de revenus suffisants. Même les classes moyennes, autrefois protégées, sont désormais vulnérables. Alors non, ce n'est pas un problème de Paris. C'est un problème national, profond, qui demande une prise de conscience collective. Car tant qu'on pensera que ça ne concerne que les autres, rien ne changera. Si tu veux vraiment comprendre comment on en est arrivé là, et surtout comment en sortir, abonne-toi à la chaîne. D'autres épisodes arrivent avec des solutions, des témoignages et des analyses qui ouvrent les yeux. Numéro 3. Les jeunes, les familles, les retraités, les oubliés du système. Derrière chaque statistique, il y a des visages. Des gens qu'on croise tous les jours, mais dont les difficultés restent invisibles. La crise du logement en France, ce n'est pas seulement un problème économique, c'est aussi une fracture sociale profonde. Les jeunes, d'abord. Nombreux sont ceux qui galèrent à trouver un studio, même avec un garant. Les loyers sont trop élevés, l'offre trop faible et la concurrence féroce. Certains finissent par accepter des logements insalubres, d'autres restent chez leurs parents bien plus longtemps que prévu. Résultat, une génération entière voit son autonomie retardée. Les familles, ensuite. Avec un ou deux enfants, les besoins changent. Il faut de l'espace, de la stabilité. Mais les logements familiaux sont de plus en plus rares ou inaccessibles financièrement. Certaines familles se retrouvent à vivre dans des T2 trop petits, d'autres sont contraintes de déménager loin des centres urbains,
rallongeant les trajets domicile-travail et désorganisant toute leur vie quotidienne. Et puis, il y a les retraités. Beaucoup vivent avec des pensions modestes, dans des logements mal adaptés à leur âge ou devenus trop chers à entretenir. Certains doivent quitter des quartiers où ils ont passé toute leur vie, parce qu'ils ne peuvent plus suivre l'évolution du marché. Ces trois groupes ont un point commun. Ils sont souvent absents des priorités politiques. Trop jeunes, trop discrets, trop hors radar. Pourtant, ils représentent l'âme même de la société. Et aujourd'hui, ils sont les grands oubliés d'un système qui n'a pas su évoluer avec ses citoyens. Numéro 4. La flambée des loyers quand se loger devient un luxe. Se loger, un besoin fondamental, qui est en train de devenir un luxe. Depuis quelques années, les loyers explosent partout en France, pas seulement dans les grandes villes. La cause? Un mélange explosif entre pénurie de logements, inflation générale et spéculation immobilière. Dans certaines villes moyennes comme Angers, Rennes ou Annecy, les loyers ont augmenté de plus de 15% en 3 ans. À Paris, un studio de 20 mètres carrés dépasse souvent les 1 000 euros mensuels. Comment un étudiant, un jeune salarié ou une mère célibataire peut-il faire face à de tels montants? Ce n'est pas juste une question d'offre et de demande. C'est aussi un effet domino. Avec la hausse des prix de l'énergie, des matériaux de construction et des taux d'intérêt, les propriétaires augmentent les loyers pour rentabiliser leurs investissements. Résultat, les locataires étouffent. Et ceux qui rêvent de devenir propriétaires ne sont pas mieux lotis. Les prêts immobiliers deviennent inaccessibles, les apports exigés explosent et les prix restent très élevés. La classe moyenne est coincée, trop riche pour les aides sociales, trop pauvre pour acheter. De plus en plus de Français consacrent plus d'un tiers de leurs revenus à leur logement. Cela signifie moins d'argent pour se nourrir, se soigner, se déplacer ou simplement vivre. Le logement devient un poids, un stress permanent. Certains acceptent des compromis impossibles. Vivre loin, partager un appartement à trois ou s'enfoncer dans les dettes. Ce n'est plus un problème individuel, c'est un symptôme d'un système déconnecté de la réalité. Quand se loger devient un luxe, c'est toute l'idée d'égalité républicaine qui vacille. Numéro 5. Pourquoi on ne construit pas assez? Les freins invisibles. On parle beaucoup du manque de logement. Mais pourquoi ne construit-on pas davantage? À première vue, la réponse semble simple. Manque de terrain, manque d'argent. Mais en réalité, ce sont des freins invisibles, bien plus complexes, qui bloquent dans le système. D'abord, il y a les règles administratives. Entre les permis de construire, les recours juridiques, les normes environnementales et les délais d'instruction, un projet immobilier peut mettre plusieurs années avant de sortir de terre. Et au moindre blocage, tout est à recommencer. Ensuite, il y a la pression locale. Dans de nombreuses communes, les maires sont hésitants à lancer de nouveaux chantiers. Pourquoi? Parce que plus de logements signifie plus d'habitants, donc plus de besoins en école, en transport, en services publics. Et ça, c'est un coût que toutes les municipalités ne peuvent ou ne veulent pas assumer. Il faut aussi parler du coût de la construction. Avec l'envolée des prix des matériaux, de l'énergie et des normes thermiques toujours plus strictes, les promoteurs préfèrent parfois abandonner des projets jugés non rentables. Résultat, moins d'offres alors que la demande explose. Et puis il y a la spéculation. Certains propriétaires ou investisseurs préfèrent ne garder des terrains ou des immeubles vides en attendant que les prix montent encore. C'est légal, mais c'est un véritable frein à la dynamique du logement. Au final, ce n'est pas qu'on ne veut pas construire. C'est qu'on a créé un système kafkaïen où chaque acteur agit selon ses intérêts, mais où personne ne prend la responsabilité de débloquer la situation. Et pendant ce temps-là, des millions de Français attendent. Numéro 6. Les zones tendues, comprendre la carte de la crise. La crise du logement ne frappe pas de la même manière partout. Il existe ce qu'on appelle en France des zones tendues. Ce sont les territoires où la demande de logement est très supérieure à l'offre, ce qui entraîne des loyers élevés, peu de disponibilité et une très forte pression immobilière. Parmi ces zones, on retrouve bien sûr Paris et toute l'Île-de-France, où les prix sont devenus inaccessibles pour une majorité de la population. Mais ce n'est pas tout. La Côte d'Azur, les grandes agglomérations comme Lyon, Bordeaux, Toulouse, ou encore les villes proches des frontières comme Annecy ou Strasbourg, sont également dans le rouge. Des zones autrefois abordables deviennent elles aussi tendues,
notamment sous l'effet du télétravail. Des villes moyennes comme La Rochelle, Bayonne ou Quimper voient arriver de nouveaux habitants, souvent plus aisés, ce qui fait grimper les prix et met en difficulté les locaux. Les critères pour définir une zone tendue sont multiples. Taux de vacances très bas, loyer au-dessus de la moyenne, pression démographique. Dans ces zones, le logement social est saturé, les délais pour accéder à un bien sont très longs, et même les classes moyennes ont du mal à se loger. Et pourtant, certaines de ces zones n'ont pas vu une seule construction significative depuis des années, par choix politique, par manque de foncier ou à cause de blocages juridiques. Comprendre cette carte de la crise, c'est comprendre que le problème est géographique, économique et social à la fois, et que sans action ciblée sur ces zones critiques, la situation ne fera qu'empirer. Numéro 7. Solutions concrètes, ce qui pourrait changer la donne. Face à cette crise du logement, certains pensent qu'il n'y a pas de solution rapide. C'est vrai que le problème est complexe, mais cela ne veut pas dire qu'il est insoluble. En réalité, plusieurs pistes concrètes existent déjà, et certaines commencent à porter leurs fruits. D'abord, il y a les innovations urbaines. Des villes comme Bordeaux ou Nantes expérimentent des programmes de densification intelligente, en construisant sur des friches industrielles ou en surélevant des bâtiments existants. Cela permet de créer du logement sans artificialiser les sols, un point crucial à l'heure de l'urgence écologique. Ensuite, certaines communes encouragent la mobilisation des logements vacants, par des aides, des incitations fiscales ou des partenariats avec des associations. Elles parviennent à remettre sur le marché des milliers d'appartements inutilisés. C'est rapide, efficace et souvent moins coûteux que de construire du neuf. Il y a aussi des lois récentes, comme la loi Climat et Résilience, qui visent à mieux encadrer les locations touristiques, notamment dans les zones tendues. Cela permet de rééquilibrer l'offre au profit des habitants permanents. Enfin, des initiatives citoyennes émergent un peu partout. Habitat partagé, coopératives d'habitants, collectifs d'autoconstruction. Ces projets montrent qu'il est possible de repenser le logement autrement, avec plus de solidarité et de durabilité. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais ce sont des signaux positifs. Elles prouvent que, si la volonté politique et citoyenne est là, changer la donne est possible. Encore faut-il que ces initiatives soient soutenues, amplifiées et reproduites à grande échelle. Numéro 8. Derrière les façades. La réalité cachée de la crise du logement en France. À première vue, tout semble normal. Des immeubles rénovés, des rues animées, des agences immobilières bien remplies. Et pourtant, derrière les façades, la réalité est bien différente. La crise du logement en France ne se voit pas toujours à l'œil nu. Elle est silencieuse, sourde, mais omniprésente. C'est un étudiant qui vit à 4 dans un T2 sans chauffage. Une mère seule qui dort dans sa voiture en allant au travail chaque matin. Un retraité qui n'ose plus chauffer son logement l'hiver pour pouvoir payer son loyer. Ce sont des situations invisibles, mais elles touchent des millions de personnes. Il y a aussi ceux qui s'en sortent sur le papier, mais à quel prix? Des loyers qui grignotent la moitié du salaire, des compromis permanents sur le confort, la santé, la stabilité. Des choix impossibles entre se loger, se nourrir ou faire face à une dépense imprévue. Et pendant ce temps, certains immeubles restent vides pendant des années, propriétés de fonds d'investissement ou de spéculateurs, attendant que les prix montent encore. Des logements inutilisés pendant que des gens dorment dehors. Voilà la paradoxe insupportable. La crise du logement ne se limite pas à des chiffres ou à des cartes. C'est une fracture sociale et humaine qui révèle les inégalités profondes de notre société. Et tant qu'on ne regardera que les façades sans voir ce qui se passe à l'intérieur, on continuera à passer à côté de l'essentiel. Le droit fondamental à un toit digne. Et si le vrai problème, c'était qu'on a laissé le logement devenir une marchandise, au lieu d'un droit? Dites-nous en commentaire, vous, quelles solutions vous semblent les plus urgentes? Si ce sujet vous a interpellé, allez voir notre vidéo précédente. Elle complète parfaitement celle-ci. Et si vous aimez notre travail, soutenez-nous. Un abonnement, c'est gratuit, c'est un clic. Mais pour nous, ça change tout.